aussi, hein. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce matin, malgré les circonstances. Donc, on va animer aujourd'hui le- la session scientifique du CEAND en parlant de l'intelligence artificielle. Et on va commencer avec Christelle Renz, qui est maître de conférence à la faculté de pharmacie et qui va nous parler un peu d'apprendre en grande dimension en posant les problèmes et en nous expliquant un petit peu comment on peut répondre à toutes ces questions. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente de participer à cette session. Alors, moi, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu des grandes généralités sur ce que sont les big data, tels qu'on les appelle, les données en grande dimension, et l'intelligence artificielle. Donc, ça ne va pas être très, très appliqué. C'est vraiment histoire de donner un petit peu des grandes idées sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui devrait se faire par rapport essentiellement à l'aspect statistique de la question, même si on va aborder rapidement quelques autres aspects, mais c'est vraiment l'aspect statistique qui va surtout nous intéresser. Donc, je vais vous partager ma présentation. Pourquoi il n'y a pas... Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, on va commencer par une petite définition de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, j'ai pris l'encyclopédie Larousse. C'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Voilà, pour donner quelque chose d'un peu carré. Nous, alors, il y a beaucoup de branches dans l'intelligence artificielle. Nous, on va essentiellement se concentrer aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, qu'on appelle beaucoup en ce moment sous le nom de machine learning, et qui va consister à apprendre aux ordinateurs à apprendre. Donc, des tâches qui seraient trop complexes, trop longues pour le cerveau humain, eh ben, l'ordinateur aura plus de facilité à les explorer, mais l'ordinateur est incapable d'explorer par lui-même, en tout cas pour l'instant. Donc, on doit lui expliquer comment il doit explorer les solutions, les possibilités, de sorte à trouver une solution à un problème donné. Alors, par exemple, là, j'ai donné des exemples très, très variés parce que, justement, ce sont des techniques qui ont des applications extrêmement variées. Alors, un grand classique, mais pour vous montrer que ça peut faire un peu n'importe quoi, chercher le trajet optimal pour relier un certain nombre de villes. Ben, l'air de rien, c'est pas si simple. Après, si on est plus appliqué médecine, ben, ça va être, par exemple, quel est le meilleur traitement pour un groupe de patients étant donné des variables cliniques, étant donné des variables génétiques. Après, on peut avoir tout un tas de variables explicatives pour essayer de trouver quel est le meilleur traitement. Donc, l'idée, ça va être de trouver un modèle qui va relier les variables qu'on connaît des patients au traitement qui serait le plus adapté, leur traitement au sens large, évidemment. Peut-on prédire la structure 3D d'une protéine? Alors ça, c'est un problème très important dans la conception de médicaments, où souvent on sait que telle protéine est impliquée et on a besoin de connaître sa conformation dans l'espace pour savoir comment la cibler. Ce qui nous amène à l'autre exemple que j'ai donné. Est-ce qu'une molécule est une bonne candidate pour cibler une protéine? On va essayer de chercher si elle est capable d'aller empêcher une protéine de faire la fonction qui est la sienne, et donc de causer un problème ou choses de ce genre. Ou au contraire, l'activer pour qu'elle répare un problème. Donc voilà pour des choses assez générales sur l'intelligence artificielle. Maintenant, le big data en parallèle. Alors, ce sont des données... J'ai été volontairement très vague parce que vous allez voir que le problème n'est pas tellement dans la dimension, mais dans ce qui suit. Ce sont des données qui ont beaucoup de lignes et ou de colonnes. Alors, les big data, elles ont beaucoup de lignes et beaucoup de colonnes. En biologie, on est quand même très souvent confronté à des données où on a pas mal de lignes, le pas mal étant souvent, on verra pourquoi, pas suffisant, mais surtout beaucoup de colonnes. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques patients, quelques sujets pour lesquels on va avoir mesuré beaucoup d'informations. Et on désigne aussi par big data les méthodes qui permettent d'analyser ce type de données. Donc, évidemment, la question qu'on nous pose souvent, mais à partir de quand est-ce qu'on considère que des données peuvent être considérées comme des big data? Alors, justement, quand l'un ou plusieurs des problèmes dont je vais vous parler par la suite se posent. Alors, justement, quels sont les problèmes? Pourquoi on fait un champ particulier autour de ces big data? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui fait qu'on doit les analyser pas tout à fait de la même façon que des données plus classiques telles qu'on avait avant, où on avait quelques dizaines de lignes, éventuellement quelques centaines de colonnes, et on s'arrêtait là.
Donc, quels sont les problèmes quand on veut apprendre? Donc, je parle vraiment d'apprentissage automatique en grande dimension. Alors, un premier problème, qui est peut-être le plus évident, c'est évidemment l'acquisition et la manipulation des données que l'on va obtenir. Donc, par exemple, si on a une signature qui est définie à partir de 1000 gènes, admettons qu'on ait trouvé une signature pour choisir un traitement, par exemple, mais que l'on a obtenue à partir de 1000 gènes. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voudra choisir le traitement ou faire un diagnostic, on va devoir remesurer l'expression de ces gènes. Donc, ça va être potentiellement coûteux. On va aussi avoir des problèmes de stockage des données. Quand on acquiert, par exemple, des données de séquençage haut débit, la séquence se base sur une image, sur l'analyse d'une image. Ces images sont tellement énormes qu'on ne peut pas les stocker. Donc, ça veut dire que si jamais il y a un problème dans le post-traitement de ces images, on ne pourra jamais revenir en arrière pour arriver à réanalyser l'image parce que l'image est tellement volumineuse qu'on ne peut pas la stocker et qu'elle est éliminée par la machine au fur et à mesure. Donc, ces problèmes de stockage sont des problèmes de plus en plus importants à l'heure actuelle. Mais là, pour le coup, ce n'est pas du tout ma spécialité. Là, plus ma spécialité, il est impossible, dans certaines conditions, on en verra tout à l'heure, quelques cas, d'utiliser des méthodes statistiques très classiques. Les big data vont juste dire c'est impossible. On ne peut pas analyser ces données-là. On peut avoir aussi des temps de calcul qui peuvent être longs. Donc, même pour des opérations simples, on va se retrouver à même, ne serait-ce qu'afficher les données ou même les importer dans un logiciel. Tout va prendre des temps importants. Et évidemment, on va avoir aussi des problèmes éthiques dans ces big data, parce qu'il y a des publications assez récentes qui sont parues et qui ont montré qu'avec un nombre de données suffisant, des données anonymées, dans beaucoup de cas, on pouvait quand même retrouver la personne avec une précision assez redoutable, des données anonymées, on est bien d'accord. Donc voilà, en connaissant un certain nombre d'éléments sur cette personne, y compris génétique, on a la possibilité de savoir qui est la personne. Donc évidemment, stocker ces grandes données va poser tout un tas de problèmes éthiques. Celui-là en est un, mais il y en a évidemment bien d'autres. Alors, on a aussi des problèmes d'interprétation. Là, on rentre déjà plus dans l'aspect modélisation, parce que quand on fait de l'apprentissage, on construit généralement des modèles qui vont relier des variables que l'on connaît à des variables que l'on ne connaît pas. Alors, qui vont être soit des variables continues, on va prédire un score, par exemple, soit des variables qualitatives, où là, on va prédire des groupes, l'appartenance à une classe de maladies, le traitement qui est le plus adéquat, etc. Et quand on construit des modèles qui incluent beaucoup de variables d'entrée, alors ces modèles vont être difficiles, voire même impossibles à interpréter. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet boîte noire. La personne qui va manipuler ce modèle, que ce soit le praticien ou le patient, n'aura pas du tout la possibilité de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on va avoir une rupture complète du sens. Ce qui va avoir deux inconvénients. Le premier, c'est qu'évidemment, on ne va pas savoir exactement quelle variable explique notre variable d'intérêt. Donc, par exemple, quel gène explique qu'il vaut mieux tel ou tel traitement. Donc ça, c'est un vrai problème. Et il y a aussi le problème de l'appropriation du modèle. Et c'est-à-dire que souvent, un modèle qui est trop boîte noire, il sera mal pris par la communauté et donc souvent moins bien utilisé. Et c'est assez logique. Donc, par exemple, si on a collecté, je reviens sur mon exemple, l'expression de 1000 gènes lors d'une étude de pharmacogénomique et qu'on se demande quel est le meilleur traitement pour chaque patient, on a la possibilité d'utiliser le jeu complet pour construire un modèle. On a des méthodes qui fonctionnent. Alors, 1000, ce n'est pas très gros, mais même avec plus, on a des méthodes qui fonctionnent pour arriver à apprendre avec tous les 1000 gènes. Mais si jamais ce modèle fonctionne, et on va voir après que c'est assez peu probable, il va être très difficile, voire impossible, suivant les méthodes, de revenir à l'importance de chaque gène. Donc, d'avoir une perception de notre modèle qui fait avancer notre connaissance du phénomène. Parce que quand on fait de l'apprentissage, en général, on a un objectif, trouver un diagnostic, être capable de prédire une survie, des choses comme ça. Mais on a aussi envie de s'en servir en même temps pour mieux comprendre le phénomène qu'on est en train d'étudier. Là, si on a trop de données, on en sera incapable. Et enfin, on a des problèmes d'apprentissage statistique. Donc, on a deux problèmes essentiellement. D'abord, le risque de surajustement. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? En général, quand on fait de l'apprentissage statistique, on va avoir deux étapes. Une étape de construction d'un modèle qu'on va réaliser sur ce qu'on appelle un jeu de données d'apprentissage. Donc, jeu pour lequel on maîtrise absolument les étiquettes
des observations, c'est-à-dire qu'on sait que le meilleur traitement pour ce patient, c'est ça, on sait que le diagnostic, c'est ça. On l'a obtenu par d'autres méthodes, par des méthodes qu'on va appeler gold standard, qui nous permettent d'être certains que ces patients sont dans tel groupe. Donc ça, c'est une étape qui va nécessiter souvent pas mal de données, on va en reparler juste après, et qui va nous permettre de modéliser le jeu. Mais un modèle ne saurait être utilisable que si on peut généraliser ce modèle à un nouveau jeu de données. L'idée, ce n'est pas de prédire ce qu'on connaît déjà, donc des patients pour lesquels on a déjà la réponse, mais d'être capable, évidemment, d'appliquer ce modèle à de nouveaux patients. Mais forcément, et puisque ce sont de nouveaux patients, ils ont des caractéristiques légèrement différentes. Donc finalement, un bon modèle, ça va être un modèle qui est capable, sur le jeu d'apprentissage, d'apprendre des généralités qui seront aussi valables sur d'autres jeux, le jeu test, et puis après, tout ce qu'on pourra utiliser, mais qui ne va pas apprendre les détails qui sont spécifiques à ce jeu d'apprentissage. Donc, qui va essayer d'être un peu plus général et d'éviter de dire des bêtises quand il va se retrouver avec des nouvelles données. Alors ça, c'est pas évident. Et c'est surtout pas évident en très grande dimension parce que le risque de surajustement augmente. Alors là, j'ai pris une illustration assez courante pour montrer le problème de la grande dimension. Et encore, vous allez voir qu'ici, on s'arrête à 3, ce qui est tout sauf de la grande dimension, mais ça va vous donner une idée du problème. Sur la partie de gauche de mon graphique, on voit juste une droite, donc on est en une dimension, et on voit, si on sépare l'espace en 3 sous-parties, on voit à ce moment-là que chaque sous-partie est peuplée, c'est-à-dire qu'on a 3 données dans chacune des sous-parties de mon domaine d'application. Si je passe maintenant en 2 dimensions, donc avec le graphique du milieu, donc j'ai x1, x2, et là, je vois que déjà, je me retrouve avec 9 carrés si je décris chaque dimension avec 3 sous-domaines. Et là, je vois que déjà, la plupart des sous-domaines sont décrits par 1 ou 2 observations et qu'on en a même 2 qui sont complètement vides. On ne voit absolument pas cette partie-là de l'espace. Donc, si on a des patients par la suite qui sont dans cet espace-là, on aura appris nos données sans connaître ce qui se passe à cet endroit-là du domaine. Donc ça, c'est gênant. Quand on passe en 3 dimensions, évidemment, le problème va être encore plus important. Ici, on va se retrouver avec nos 27 cubes. Et là, évidemment, que la majorité des cubes sont vides. Donc, imaginez ce qui va se passer en dimension 1000, 10 000, etc. Donc, ça pose 2 problèmes. Ça pose d'abord le problème de description de l'espace. On va avoir des espaces qui sont plus vides que pleins. C'est-à-dire qu'on aura appris finalement quelques points dispersés dans l'espace et pas du tout la totalité des possibilités qu'il y a dans le domaine d'application qui nous intéresse. Donc, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, par rapport au surajustement, c'est que si on considère le plan, on sait que par 2 points, on peut toujours faire passer une droite. Quand on est dans l'espace, on sait que par 3 points, on peut toujours faire passer un plan. Ici, on est exactement dans le même cas. On va avoir peu de points par rapport à la dimension, donc on arrivera toujours à tordre un modèle pour qu'il passe par l'ensemble des points et qu'il ajuste très bien notre jeu d'apprentissage. Mais par contre, on n'a absolument aucune garantie que ce soit bon pour de nouveaux échantillons qui ne vont pas se situer exactement aux mêmes endroits. Donc, on a vraiment ce problème de surajustement qui se passe si on veut vraiment travailler avec la grande dimension. Et on a un autre problème, c'est le rapport entre le signal et le bruit, parce que quand on a énormément de variables, il est très très rare que la majorité de ces variables nous donnent une information pertinente sur notre problème, sur ce que l'on souhaite prédire. Donc, ce qui signifie qu'on a peu de variables pertinentes qui sont complètement noyées dans une masse de variables qui n'ont absolument aucun intérêt pour le problème. Et donc, dans ce contexte-là, c'est très difficile de trouver un bon modèle. Alors là, je voulais vous montrer un petit exemple qui, à mon sens, est assez parlant. Alors, c'est un exemple réel. On cherchait à prédire, c'était dans un contexte de in silico drug design, on cherchait à prédire le volume à l'équilibre, qui est une propriété thérapeutique importante quand on est en train de chercher des molécules candidates. Et on avait 128 molécules qui étaient décrites par 1532 descripteurs physico-chimiques. On n'est pas encore dans le big, on est quand même sur des dimensions assez raisonnable. Donc, c'était des descripteurs 1D, 2D et 3D des molécules. Donc, on sait que c'est un problème difficile. Prédire le volume à l'équilibre, on sait que c'est un problème difficile. On ne s'attend pas à faire des merveilles, mais on veut quand même déjà en avoir une idée. Alors, on est typiquement dans un cas où le nombre de descripteurs est supérieur au nombre d'observations. Et donc, on ne peut pas utiliser ce qu'on pourrait utiliser dans un cas plus simple, la régression linéaire classique, impossible. On va avoir une erreur si on essaye. Par contre, il y a la régression de PLS.
pour partial least squares, qui, elle, va nous permettre effectivement d'apprendre dans une grande dimension. Et ça, c'est un argument qui est souvent mis en avant par ceux qui les utilisent, de dire, bah, avec ça, on est capable de modéliser n'importe quoi, même s'il y a beaucoup d'informations. Sauf que on a essayé de faire l'apprentissage de PLS avec 1532 descripteurs, avec 524 descripteurs, après avoir éliminé les redondances, et avec 25 descripteurs, une fois qu'on a fait une sélection de variables appropriées. Et là, on a regardé donc le R2, c'est-à-dire la qualité de notre modèle, qui est entre 0 et 1, plus c'est proche de 1, mieux c'est. Le R2 en validation croisée, donc en faisant des allers-retours dans notre jeu d'apprentissage, et avec un vrai jeu test à côté. On voit que si on prend toutes les observations, on a une moyenne performance sur le jeu d'apprentissage, mais qui se casse complètement la figure quand on est sur le jeu test. Donc là, on ne fait que du bruit, ça n'a aucun intérêt. Alors certes, c'est possible, le modèle fonctionne, mais il ne nous donne aucune information. Quand on tombe à 524, alors là, on voit que l'apprentissage est bien meilleur, on est avec notre 0,8 de R2, mais quand on passe au R2 en test, là, à nouveau, on a une très très forte diminution, donc on est dans le surajustement. Et quand on sélectionne de façon un peu plus adéquate les variables, ben là, à ce moment-là, on se retrouve avec un bon modèle. Donc, ça fait partie des choses que l'on peut illustrer avec ce genre de petits exemples qui montrent que ce qu'il faut, c'est donner à manger à notre modèle les bonnes variables. Donc, c'est pour ça qu'on arrive sur la solution, la réduction sur une des solutions, hein, la réduction de dimension. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite. Il y a deux grandes façons de réduire la dimension, soit l'extraction de caractéristiques. Donc, l'extraction de caractéristiques, c'est qu'on va construire des nouvelles variables à partir des variables initiales. La plupart du temps, ça va être en faisant des combinaisons linéaires de nos variables. Après, il y a d'autres possibilités. Donc, il y a plein de méthodes possibles en fonction de ce qu'on cherche à faire, de décrire, de faire de la classification, de faire de la régression. Là, vous devez retrouver probablement des noms que vous connaissez, comme l'ACP, les random forests qui sont très à la mode en ce moment, les réseaux de neurones. Donc voilà, des méthodes qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles méthodes qui seront des mélanges de toutes nos méthodes initiales. Alors, elles sont assez simples à mettre en œuvre puisqu'elles sont programmées pour faire ça. Et elles permettent souvent, on peut quand même interpréter les nouvelles variables dans les termes des variables initiales. Donc ça, c'est quand même assez confortable. Par contre, ce sont généralement des boîtes noires parce qu'on a introduit toutes les variables en même temps. Et le choix de la dimension, combien je prends de ces nouvelles caractéristiques, il est important, il va avoir beaucoup de conséquences sur la suite et il n'est pas si évident. Et on a également un risque important de surajustement parce que, comme on le disait, comme on introduit toutes les données, on va avoir une grande facilité à trouver le modèle qui passe par tous les points, mais on sera incapable de le généraliser à un nouvel échantillon. Et également, on a le problème de rapport signal sur bruit qui fait que si on cherche un tout petit détail dans un grand jeu de données, ça ne sera pas si facile que ça. Donc, on a aussi la sélection de caractéristiques. Alors ici, je ne parle que du multivarié. Il y a aussi de la sélection univariée qui peut être utilisée en amont, mais bon, on ne va pas passer du temps là-dessus. Donc là, l'idée, c'est l'inverse. Je prends a priori un sous-ensemble de mes variables connues, de mes variables initiales, et je n'apprends le modèle que sur ces sous-ensembles, que sur ce sous-ensemble-là, que sur ce petit nombre de variables. C'est ce que j'ai fait dans l'exemple que je vous ai montré juste avant. Alors là aussi, il y a plein de méthodes connues. Alors, les méthodes dites embarquées, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour choisir les données. Ça fait partie de la méthode, comme CART, par exemple, ou les classifieurs naïfs bayésiens. Mais on a aussi les méthodes enveloppantes. Là, l'idée, c'est qu'on peut utiliser n'importe quelle méthode et faire des allers-retours avec notre façon de choisir les variables et donc l'appliquer à n'importe quelle méthode. Donc, soit on peut faire une exploration exhaustive, mais c'est rarement le cas, des sélections forward, backward, utiliser des méta-heuristiques, donc des choses un petit peu plus complexes. Et avec ces méthodes enveloppantes, on va pouvoir éventuellement combiner la sélection et l'extraction. On peut faire d'abord un sous-ensemble de données qui soit intéressant et ensuite les combiner entre elles pour faire naître de nouvelles variables qui là seront plus faciles à interpréter, qui seront moins sujettes au surajustement. Donc ce sont deux grands champs que l'on peut combiner. Bon, là, les avantages et inconvénients sont à peu près l'inverse. On va limiter le surajustement parce qu'on va avoir un modèle plus parcimonieux. Le modèle sera beaucoup plus interprétable. En général, le choix du nombre de variables, il est intégré dans la méthode. Et là, on peut aller chercher l'aiguille dans la meule de foin sans prendre en compte le grand jeu de données d'un coup. Et l'inconvénient, c'est que si les méthodes simples comme CART, les arbres de classification, ne fonctionnent pas, là, par contre, on peut avoir des méthodes un peu laborieuses à mettre en œuvre et qui mettent souvent du temps. Mais bon, vu le temps qu'on met à acquérir ces données-là, on n'est plus à quelques dizaines de minutes ou quelques heures de calcul près. Donc, en conclusion, clairement, l'intelligence artificielle et les big data sont faits pour s'entendre. On est vraiment sur des choses qui... C'est sûr que plus on va fournir de données à notre modèle,
plus on a de chances d'avoir un modèle de qualité. Donc, clairement, il y a une bonne connexion entre ces deux-là, mais il faut avoir absolument une bonne connaissance des problèmes associés à cette interaction entre ces deux grands champs. Sinon, on va pouvoir toujours faire des modèles, mais ces modèles n'auront aucun intérêt. On aura un problème de reproductibilité. Et actuellement, la reproductibilité de la recherche, c'est quand même un objectif important, même très important. Et ça, pour que ça fonctionne, il y a besoin d'une collaboration très étroite entre les biologistes ou les cliniciens d'un côté et les statisticiens, santé, c'est pas plus mal, de l'autre, puisque les statisticiens vont avoir la maîtrise de leur modèle, les biologistes cliniciens vont avoir la maîtrise de leurs problématiques, et si ces deux-là ne dialoguent pas de façon très fluide, très régulière, alors on aura des modèles inutilisables, qui n'auront aucun sens, qui feront des hypothèses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc si on veut vraiment mettre au point un bon modèle en big data, il faut vraiment avoir des collaborations fortes et étroites entre ceux qui appliqueront ces modèles, ceux qui demandent ces modèles et ceux qui vont les construire derrière. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Alors, votre attention, je la suppose, mais c'est vrai que ce n'est pas facile quand on n'a aucun retour. Mais en tout cas, je suis toute disponible pour vos questions. Merci beaucoup. C'était très clair. Tout d'un coup, le big data apparaît presque simple. Presque. Alors, si vous avez une question, ou même 2, 3, on a le temps. Bon, moi, du coup, je vais en profiter. Merci. Donc, finalement, si je comprends bien, plus on va avoir des petites cohortes, plus ça va être compliqué d'intégrer énormément de variables, énormément de données, ou en tout cas, on s'expose à avoir un modèle qui, de toute façon, sera pas du tout validable. C'est exactement ça. Le problème, c'est que, bon, après, on a des méthodes qui nous permettent, quand on est sur des petits jeux de données, on a des méthodes qui nous permettent d'essayer de comprendre si ce qu'on est en train de faire a du sens ou si on est juste en train de modéliser du bruit, parce que de toute façon, on y arriverait. Donc, on a quand même un certain arsenal de méthodes pour quand on a des petites données, essayer d'apprendre et challenger notre modèle pour voir si on est en train de faire n'importe quoi ou si on fait vraiment on fait de la biologie, quoi. Est-ce qu'on est en train de trouver du sens dans nos données? Par exemple, faire des modèles où on a cassé le lien entre les variables qu'on apprend et la variable qu'on cherche à prédire. Donc, par exemple, en randomisant la variable qu'on cherche à prédire, donc notre jeu de données n'a plus aucun sens et on regarde si on arrive à faire aussi bien qu'avec les vraies données. Si on arrive à faire aussi bien, probablement qu'on ne pourra pas faire grand-chose avec notre modèle. Mais si notre modèle a des meilleures caractéristiques qu'un modèle aléatoire, peut-être que ça sera un bon signe pour dire on est en train de sortir de la biologie. Ça nous donne des pistes, quoi. Exactement. Après, c'est sûr que dans tous les cas, il faudra à minima une cohorte de validation pour vérifier qu'on n'a pas dit n'importe quoi. Alors, je crois qu'Emmanuel Lebar se pose une question. Allez-y. Bonjour. La partie qui m'a beaucoup intéressée, c'est la partie du modèle, justement, c'est-à-dire l'identification, pardon, attendez, je coupe, l'identification des variables, finalement, d'intérêt. C'est-à-dire que vous évoquiez le fait que le surnombre, on veut beaucoup de données et on a l'impression qu'on va caractériser très bien beaucoup de ces données avec beaucoup de variables. Et que ces modèles-là nous permettent de prendre en compte toutes ces variables pour évidemment essayer d'avoir la meilleure caractéristique des patients, puisque le patient est caractérisé par une multitude de variables. Et vous évoquiez le fait de réduire finalement ou de prendre en considération des variables d'intérêt. Finalement, est-ce que vous mettriez finalement sur ces modèles, est-ce qu'on pourrait tester le nombre de variables, je ne sais pas moi, pour 100 sujets, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait nous dire qu'au bout de certains nombres de variables, on est plus pertinent? Parce qu'on pas échantillonne, mais on surfait le résultat. En fait, on a un théorème qui nous donne une idée, alors dans un cadre de classification, donc quand on cherche à prédire des groupes, qui nous donne une idée d'un nombre de variables au-delà duquel
c'est pas la peine. On a tellement de variables qu'on trouvera forcément quelque chose et on n'est pas sûr d'avoir quelque chose d'intéressant pour un modèle qui utilise toutes les variables. Après, par contre, donc nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va chercher des variables. Et donc, la question se pose de combien je vais chercher de variables dans mes grandes... Parce que la plupart du temps, le clinicien, il recueille beaucoup de données parce qu'il va à la pêche aux informations. Parce que s'il savait quelle variable permet de prédire ce qui l'intéresse, il n'aurait pas besoin d'un modèle. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller à la pêche aux informations. Donc, c'est logique d'avoir un grand ensemble de données dès le départ. Mais l'idée, c'est d'en extraire un sous-ensemble qui soit pertinent. Et là, la taille de ce sous-ensemble, elle est évidemment importante. La plupart du temps, elle va être fixée soit par des aspects statistiques. Donc, dans ces cas-là, par exemple, si on a une centaine de patients, on va éviter de dépasser les 10 variables. Ça paraît déjà pas mal. Mais ça peut être aussi des contraintes de l'application. Typiquement, on avait une fois où on devait mettre au point une prédiction de sucre, rien à voir en agronomie, mais c'était avec un gant qui n'avait que 3 possibilités de longueur d'onde de laser. Ben, on savait qu'il fallait mettre 3 variables. Là, on n'avait pas le choix. Donc, il peut y avoir un tas de contraintes sur le nombre de variables, mais quand même, clairement, on peut en avoir plein au début, mais il faut quand même à la fin réduire d'une façon ou d'une autre le nombre de dimensions. Et là, ça dépend de la problématique. C'est vrai que si vous cherchez à prédire 3 groupes, ben, on va essayer de mettre moins de variables que si on cherche à prédire 10 groupes différents, même avec le même nombre de patients. Donc, c'est sûr que c'est vraiment très, très spécifique et aux données et à la problématique. D'accord, donc on reste en fait sur le même rapport que pour une analyse multivariée, en fait, presque. Ah ben, oui, complètement. L'analyse, encore une fois, on peut même appliquer une analyse multivariée derrière et se retrouver finalement avec 2 variables qu'on a apprises à partir de 10 variables. Donc là, mais oui, le côté, dans tous les cas, ce dont je vous parle, ce sont des analyses multivariées. Mais soit on a fait du multivarié sur les variables originales, soit on a fait du multivarié sur des variables qu'on a obtenues à partir des variables originales. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec grand plaisir. Pour une petite question, si quelqu'un le souhaite, mais a priori, personne n'a levé la main. Bah, encore merci, Christelle. Vraiment, c'était Avec plaisir. d'une clarté. Est-ce que comme pour le première présentation, on pourra récupérer votre présentation? Bien sûr, sans problème. Je l'enverrai et après, on vous la fera passer. Merci. Merci. Merci à vous. Et ben, du coup, on va enchaîner avec Kevin Yohi, qui est généticien, qui va nous parler justement un petit peu de comment il utilise ces techniques de big data dans le diagnostic des maladies rares. Alors, je projette juste mon diaporama. Hop. Et c'est bon, impeccable. C'est bon ? Superbe. Merci de m'avoir invité pour parler avec vous un petit peu de data science et de médecine génomique. Donc, je suis Kevin Yoy, je suis médecin généticien et je suis actuellement doctorant en bioinformatique. Donc, je remercie Christelle d'avoir fait cette belle introduction. J'ai eu longuement le malheur d'avoir eu beaucoup de difficultés aussi à faire cette sélection de variables, etc. Et c'est une science pas facile, mais très intéressante. Et donc, je suis actuellement en thèse de sciences à l'Université de Grenoble et dans la startup Sequan. Donc, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de génétique médicale, parce que je sais que ce n'est pas une spécialité très connue, et faire une petite introduction, et puis aussi sur la data science, mais j'irai plus rapidement, vu que Christelle a bien expliqué le sujet. Donc, juste rapidement, pour dire que la génétique médicale, c'était une spécialité médicale dont le but est de trouver la cause de maladies héréditaires et rares, mais aussi, quand cela est possible, de proposer une prise en charge pronostique, thérapeutique, familiale, et notamment sur la reproduction lorsqu'on peut le faire. Et ça touche notamment des personnes atteintes de maladies rares. Et donc, il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont en France touchées par une maladie rare. Ce sont les chiffres de l'Alliance Maladies Rares. Et il y a énormément de maladies rares, ce qui rend la difficulté de les diagnostiquer. Et malheureusement, actuellement, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas encore de diagnostic de leur maladie. Comme vous nous avez invités, je fais juste rapidement une
une diapositive sur le cas du trouble du spectre autistique et les patients qui en sont atteints. Pour la majorité des patients, ce trouble du spectre autistique est isolé et dans un quart des cas, il y a des symptômes associés, dans ce qu'on appelle du coup dans le cadre d'un syndrome, et notamment lorsque d'autres symptômes sont associés au trouble du spectre autistique, on peut trouver des facteurs de corrélation ou de causalité de ce trouble du spectre autistique. Et donc là-dessus, la data science, qu'est-ce que c'est? C'est des outils mathématiques et informatiques pour pouvoir réussir à manipuler des données de masse et d'en extraire des informations pertinentes, comme Christelle l'a dit. Et donc, quelque part, vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de trouver du sens à de larges données. C'est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin. C'est des outils qui nous permettent de chercher cette aiguille dans cet immense cosmos où on ne sait pas où regarder. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui d'applications, surtout, qui permettent d'avoir des outils d'aide à la décision pour la prise en charge des patients. Donc, pour un généticien, on a différentes façons d'essayer de trouver un diagnostic. D'une, on a une façon, c'est d'essayer de reconnaître des visages qu'on appelle, nous, des gestalts. Nous sommes tous capables, et vous aussi, de reconnaître un patient atteint d'une trisomie 21. Voilà, il a des traits particuliers. Et donc, en génétique médicale, on connaît beaucoup de gestalts et on peut orienter éventuellement divers diagnostics ou diverses prises en charge de diagnostics par cette porte d'entrée. On a également les associations de symptômes. Donc, effectivement, on aime bien voir l'ensemble des symptômes d'un patient pour essayer de trouver un diagnostic, car une association de symptômes peut nous orienter vers divers syndromes. C'est ce qu'on appelle, nous, le phénotype. Et il y a aussi, bien sûr, le séquençage de l'ADN qui est le troisième pilier de l'approche diagnostique d'un généticien. Donc, comment la data science pourrait aider le médecin généticien sur sa prise en charge diagnostique? C'est ce qu'on va essayer de voir. Je vais vous proposer de vous montrer 3 types d'applications. Donc, on va débuter par la reconnaissance des gestalts. Donc, effectivement, c'était l'approche en génétique médicale qui était la plus commune, je dirais, celle dont on se basait le plus avant le séquençage haut débit, qui est une révolution dans notre domaine qui est arrivée dans les années 2010. Et donc, un généticien médical est capable de reconnaître à peu près 200 ou 300 gestalts. Voilà, si on voit ces enfants qui ont diverses maladies génétiques, un généticien est capable d'essayer d'orienter son diagnostic et proposer un séquençage de l'ADN. Mais cette approche est assez, je dirais, personne dépendante. Et l'apprentissage de cette science est assez longue. Et donc, l'intelligence artificielle peut-elle nous aider à essayer finalement de nous aider à orienter les patients grâce à la connaissance des gestalts? J'en profite juste pour remettre les choses dans le contexte, surtout un peu de sémantique, parce que parfois on entend beaucoup de choses et on les place difficilement. Donc, l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce qu'a dit Christelle, c'est vraiment le plus large du spectre. Dans cette intelligence artificielle, du coup, il y a un domaine qui s'appelle le machine learning ou l'apprentissage de la machine. Donc, c'est vraiment essayer de faire apprendre à une machine quelque chose. Et parmi les techniques de machine learning, il y en a une qui s'appelle le deep learning, qui est une technique qui utilise des réseaux neuronaux de convolution. Et donc là, c'est vraiment une seule technique dans le machine learning. Il en existe un paquet. Donc voilà, c'était juste pour remettre un peu de sémantique et de mettre dans le contexte. Et donc, du coup, dans le deep learning que vous avez déjà entendu parler, il y a pas mal d'applications actuellement qui vraiment explosent, notamment effectivement la voiture autonome ou bien le fait de pouvoir classifier aussi bien qu'un dermatologue des mélanomes. Et donc,
pour les Gestalt, il existe également des réseaux de neurones qui existent, notamment, là, je vous présente l'exemple de Deep Gestalt, donc, qui est un modèle qui a été entraîné pour vraiment reconnaître, à partir d'énormes bases de données, de reconnaître des Gestalt de patients atteints de syndrome génétique. Et donc, ça, c'est un exemple. Et après, une fois que ce modèle est capable de reconnaître des Gestalt, il y a aussi des systèmes qui permettent d'intégrer cette connaissance pour pouvoir, de façon automatisée, prendre en compte ces connaissances dans l'interprétation du génome. Et donc, effectivement, nous restons bien sûr sur des modèles d'apprentissage qui sont bien sûr pas parfaits et qui sont surtout une aide à la décision. Parfois, ils nous proposent diverses possibilités qui peuvent nous orienter ou pas, ou nous conforter sur notre première impression. Mais c'est vrai que ces modèles s'améliorent de plus en plus avec le temps. Plus les images sont importantes et plus le modèle est entraîné. Une illustration de la capacité de ces algorithmes. On a collaboré donc du coup avec FDNA qui a entraîné ce modèle pour essayer de voir si l'intelligence artificielle in fine pourrait être plus forte qu'un généticien pour reconnaître des Gestalt. Et donc on a collecté des images de patients atteints du syndrome Kabuki. Le syndrome Kabuki donc, est entraîné par l'atteinte de 2 gènes. Ces 2 gènes entraînent finalement, pour nous en tant que généticiens, la même symptomatologie au niveau du Gestalt. On n'est pas capable de différencier les patients atteints du syndrome Kabuki du premier gène, du syndrome Kabuki du deuxième gène, juste en regardant le Gestalt. En tant qu'humain, ce n'est pas possible. Et on s'est posé la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut trouver des détails qui lui permettent de différencier les 2 syndromes Kabuki juste avec l'image de son visage. Et donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est que maintenant que l'algorithme a lui réalisé cette classification entre les 2 syndromes, entre les 2 gènes qui peuvent entraîner ce syndrome, il arrive, dans une très grande majorité des cas, à reconnaître le syndrome Kabuki 1 ou le syndrome Kabuki 2. Et effectivement, maintenant, avec une vue de généticien, on voit que peut-être qu'au niveau de la bouche, la lèvre supérieure, effectivement, il y a une différence, ou au niveau un petit peu de la forme du nez. Voilà, c'est une application qui peut aider un médecin généticien dans sa prise en charge. Une autre application, c'est le fait de pouvoir associer des symptômes pour penser éventuellement à un syndrome et aller explorer son génome. Et aujourd'hui, avec les dossiers médicaux informatisés et les ontologies dont je vais vous parler, on peut essayer de faire parler l'homme et la machine. Pourquoi on en a besoin? Parce que comme j'en ai parlé précédemment, il y a à peu près 8000 maladies rares actuellement connues, mais il y en a une dizaine qui sont décrites chaque mois. Et donc, les découvertes se sont accélérées grâce au séquençage et au débit. Et une aide est d'autant plus appréciée pour pouvoir rester à la pointe de la connaissance. Donc, pour réussir à faire parler l'homme et la machine, il faut avoir un même langage. Et en général, on va essayer du coup de d'écrire la médecine en ontologie. Et comme ça nous permet de parler le langage tous ensemble, mais également avec la machine. Il existe de nombreuses ontologies en médecine, donc des collèges de scientifiques et de médecins qui ont essayé de mettre en ordre tous les signes cliniques et toutes les maladies pour pouvoir les associer, leur donner un ordre. Et donc, moi, je vais vous parler spécifiquement du Human Phenotype Ontology, qui est l'ontologie qu'on utilise de façon majoritaire en génétique médicale.
Et donc, comment on peut implémenter ça en routine? Comment nous, on fait pour pouvoir l'utiliser? Il y a différentes façons. Il y a des logiciels qui nous permettent de saisir un dossier clinique en HPO, en Human Phenotype Ontology, ou bien il y a des algorithmes aussi qui ont été développés récemment qui permettent d'essayer, grâce à un courrier de consultation ou bien un dossier médical, de pouvoir faire automatiquement ce qu'on appelle un parsing ou une revue de l'ensemble du texte pour pouvoir extraire les signes cliniques spécifiques du patient. Et ensuite, une fois qu'on a cette information des signes cliniques, on va s'en servir pour pouvoir essayer de proposer un diagnostic. Et je vous présente juste un exemple d'outil qui fait cette aide. Donc, effectivement, cet outil a une base de données de maladies génétiques avec les signes cliniques qui sont associés. Et par une approche bayésienne, donc là, c'est vraiment une approche plutôt statistique, va essayer de regarder la probabilité des signes cliniques du patient vis-à-vis de l'ensemble des maladies qui sont connues dans la base. Et donc, c'est comme ça qu'il réussit à mettre en avant le diagnostic qu'il faut. Et effectivement, moi, dans ma pratique, j'ai bien vu que dans une bonne majorité des cas, il ne se trompe pas. Même si ce n'est pas parfait, c'est quand même un outil qui peut être utile pour la pratique. Et peut-être qu'avec le temps et avec l'amélioration des méthodes, on obtiendra de meilleurs résultats. Mais c'est déjà quelque chose d'assez efficace. Enfin, je vais vous parler d'un troisième versant qui est le dernier versant, qui est le défi de l'analyse du séquençage haut débit. Effectivement, avant 2008, on pouvait uniquement lire le génome exon par exon. Donc, on lisait 0,000005% du génome à chaque fois qu'on faisait un séquençage. Et depuis l'arrivée du séquençage massivement parallèle ou séquençage haut débit, on est capable maintenant de séquencer tout un génome. Donc, on a changé complètement d'échelle. Le séquençage Sanger, c'était quelque chose qu'on lisait de façon manuelle. Et aujourd'hui, on ne pourra plus faire l'analyse du génome de façon manuelle. Et ça nous ramène finalement à un défi de big data qu'il faut réussir à outrepasser pour pouvoir extraire les informations importantes et trouver le diagnostic de nos patients. Et donc, l'analyse est aujourd'hui beaucoup plus chronophage. On trouve des choses, donc des variations du génome dont on n'a pas actuellement la moindre idée de l'impact de ces variations. Il y a de plus en plus d'applications en médecine génomique du séquençage à haut débit. Et donc aujourd'hui, voilà, on a cette nécessité effectivement de développer des outils bioinformatiques et de data science pour explorer ces données massives de séquençage. Et c'est là tout le défi actuel aujourd'hui de la médecine génomique, c'est de prendre toutes ces datas et d'essayer de trouver la cause du diagnostic de mes patients. Et c'est un défi tout à fait passionnant. Donc, voilà, j'en ai fini pour cette illustration un petit peu de la data science en application médicale, en génétique médicale. Et pour la suite de l'analyse bioinformatique et de l'analyse du génome, je vais laisser Nicolas Philippe après en parler. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Allez-y, Julie, pour votre question. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour, je suis le docteur Julie Vernet, je suis médecin du réseau de santé maladies rares Occitanie. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous pensez, donc un de mes rôles au sein du réseau est donc de diminuer l'errance diagnostique dans les maladies rares, notamment en faisant connaître les centres experts maladies rares. Un des défis aussi est de sensibiliser les médecins généralistes à ces questions de maladies rares. Est-ce que vous pensez qu'à plus ou moins long terme, il y aura des outils d'aide au diagnostic de maladies rares qui seront
potentiellement applicables en médecine générale pour pouvoir mieux orienter les patients vers les services de génétique? Merci pour votre question, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a un projet de recherche, nous, du côté de l'Université de Grenoble, pour essayer quelque part de finalement explorer un dossier médical, un dossier électronique de santé et voir s'il y a des associations de symptômes qui pourraient faire penser à une maladie rare ou à un syndrome particulier. Et effectivement, on pense qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas diagnostiqués parce qu'effectivement, les maladies rares sont peu connues et c'est difficile pour un médecin généraliste de connaître des associations de syndromes, les 8000 qui existent. Donc, du coup, oui, je pense que dans le futur, et je le souhaite, que peut-être que dans les 5 années à venir, ce genre d'outil puisse exister pour que les médecins généralistes, quand eux, ils vont saisir l'ensemble du dossier médical du patient, éventuellement puissent avoir une alerte ou quelque chose qui lui dise cette association-là peut faire penser à un syndrome, merci de consulter un généticien ou un spécialiste. Ce serait une énorme avancée pour les patients dans leur errance diagnostique. Merci. Il y avait Sabine aussi qui avait une question, il me semble. Oui, bonjour, merci pour cette super présentation. Je suis Sabine Travers, je travaille au Centre de ressources autisme. Donc, vous avez parlé un tout petit peu de la génétique de l'autisme. Et d'après vous, est-ce qu'on va réussir un jour à associer les gènes potentiellement impliqués dans l'autisme avec des phénotypes, puisque le spectre autistique est très large, donc on se doute bien que certains gènes sont plutôt favorables à un phénotype, donc comme vous avez montré tout à l'heure par rapport à la morphologie, etc. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va réussir à associer les différents gènes avec les différents phénotypes de l'autisme grâce au big data? Et si oui, comment il faudrait s'y prendre? Combien de patients il faudrait analyser? C'est une excellente question. Alors, c'est la question à 100 000 euros. Si on veut, effectivement, aujourd'hui, on arrive à expliquer malheureusement une faible proportion, du point de vue génétique en tout cas, de ces troubles du spectre autistique. Est-ce que je pense qu'on va y arriver? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, et comment y arriver, tout ça, c'est un peu intriqué, mais il existe des consortiums qui, du coup, mettent en commun beaucoup de données pour essayer d'y arriver. C'est un défi pas facile. Alors, c'est sûr qu'on sait que des études d'héritabilité avec des études de jumeaux monozygotes ont montré qu'il y avait une forte héritabilité de l'autisme. Donc, on pense que toute la communauté, nous sommes convaincus qu'il y a une part génétique certainement assez forte en tout cas d'héritabilité de ce symptôme et de cette maladie. Oui. Est-ce qu'on va réussir à extraire ces informations? En tout cas, de plus en plus aujourd'hui d'études, pas dans l'autisme malheureusement, mais dans d'autres maladies plus communes, comme on dit les maladies dites complexes, on trouve des possibilités. Je prends un exemple un peu plus éloigné, mais c'est juste pour illustrer. Par exemple, dans le cancer du sein ou alors dans la cardiogénétique, on arrive aujourd'hui à faire des scores polygéniques, donc des scores d'association de variations génétiques qui permettent aujourd'hui de prédire, ou en tout cas peut-être d'orienter une prise en charge. Et en tout cas, ces modèles-là sont de plus en plus performants. Est-ce que c'est une approche qui permettra peut-être de comprendre ensuite quels sont les mécanismes, quelles sont les associations d'événements génétiques qui vont orienter vers une maladie comme le spectre de l'autisme? En tout cas, des outils sont de plus en plus développés. Je ne sais pas si on va y arriver dans les 5 à 10 ans, mais j'espère me tromper. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais dans tous les cas, c'est certain que ces outils-là vont nous permettre de mieux comprendre, en tout cas de
de mieux voir des associations que on ne sait pas faire actuellement. On sait faire, OK, il y a une variation génétique qui entraîne une maladie, ça on arrive à le faire. Mais dès qu'il y a 2 gènes impliqués ou 3 gènes impliqués, ça devient très compliqué pour nous d'avoir les outils de diagnostic. Mais je l'espère, et en tout cas, j'en suis convaincu, que ces outils-là vont nous permettre un jour d'y arriver. En fait, il faudrait donc pouvoir décrire énormément, enfin un très très grand groupe de patients du point de vue phénotype, comme vous faites, donc donner des HPO, mais avec tous les symptômes autistiques, et en parallèle faire le séquençage au début de tous ces patients, et essayer de croiser ça, un peu comme vous faites pour Kabuki et toutes les autres maladies génétiques en fait. Et là, voilà, sur un grand nombre de patients, si on arrivait à faire ça, on aurait des profils qui se dégageraient, des profils des groupes de gènes avec des groupes de symptômes, certainement. Alors, c'est vrai que nous, souvent, en tout cas, on a une très forte collaboration avec les pédopsychiatres et le service de génétique au CHU de Montpellier sur le fait d'essayer de trouver un diagnostic pour des enfants qui ont un trouble du spectre autistique, notamment quand ils ont d'autres signes associés. Car effectivement, s'il y a d'autres signes associés, la probabilité de trouver une atteinte génétique est plus élevée. Après, malheureusement, il y a une grande majorité de patients avec le trouble du spectre autistique qui n'ont pas d'autres symptômes. Même en tant que généticien, quand on voit ces patients, on ne trouve pas d'autres symptômes. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a le fait que, est-ce qu'à l'âge donné, il n'y a pas d'autres symptômes, mais est-ce que dans 10 ans, il y en aura d'autres qui nous permettront de nous orienter vers diverses maladies? C'est possible. Donc, c'est une vérité qui a un instant donné. Et ce n'est pas la première fois qu'effectivement, après, on voit finalement qu'il y a d'autres symptômes qui se sont développés. Vous parlez de symptômes du coup cliniques, parce qu'en psychiatrie, c'est possible de décrire les patients avec différents symptômes cliniques, mais psychiatriques en fait. Parce que les patients atteints d'autisme sont différenciables en fait. Il y a vraiment plusieurs types d'autisme. Après, ils ne vont pas forcément avoir une autre comorbidité somatique. Alors, c'est vrai que tout à fait, là, effectivement, je parle en tant que somaticien. Effectivement, je dis des symptômes cliniques d'un point de vue somatique, mais effectivement, là, c'est ce que quelque part, moi, je sais faire, peut-être. Oui. Mais j'espère effectivement pouvoir aller plus loin dans le phénotype. C'est intéressant ce commentaire, parce qu'il y a toute une mouvance actuellement qu'on appelle le deep phenotyping. Donc, c'est aller plus loin que ce qu'on fait, et notamment d'utiliser peut-être tous ces algorithmes pour pouvoir regarder dans les dossiers cliniques des patients, pour justement trouver des associations que vous auriez décrites. Vous auriez décrit des symptômes psychiatriques peut-être assez caractéristiques, et qui pourraient, que ces algorithmes-là, comme ils sont naïfs de toute possibilité antérieure, pourraient peut-être trouver des associations sur ces descriptions-là. Et c'est une éventualité. On serait vraiment, en tout cas, de plus en plus cette médecine personnalisée, médecine de précision, dont on espère pouvoir réussir. Mais c'est vrai que on a des blocages parfois. Moi, le premier, voilà, peut-être qu'effectivement, vous voyez des différences que moi, je ne vois pas. Et peut-être que la machine va pouvoir, ces algorithmes vont pouvoir mettre en avant ces prises en charge. Après, moi, de mon côté, d'avoir essayé de manipuler toutes ces données comme je le fais pendant cette thèse de sciences, la difficulté, c'est surtout d'avoir quelque part cette description bien dite phénotypée en format HPO. C'est ça qui est le plus difficile à obtenir, je dirais. C'est vrai que si on arrive à réussir bien cette collecte d'informations, on peut peut-être espérer que ces algorithmes nous mettent en avant différentes voies métaboliques, différentes familles de gènes, et peut-être essayer d'y arriver. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Peut-être que c'est une façon d'y arriver. Finalement, il faut qu'on collabore entre cliniciens et statisticiens, et entre cliniciens et cliniciens. Non, c'est sûr on a du mal à connaître un peu tous les mondes. Alors C'est un peu normal.
Je vous remercie de m'avoir invité pour discuter de ce sujet. Il y a une question de 01 09 98 30. Allez-y. Bonjour, c'est Benjamin Grivet. Bonjour Benjamin. Salut. Oui, je rebondis. C'est vrai que on a l'impression qu'en phénotypage, nous, on n'est pas encore passé à la next generation phenotyping. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'une autre limite, notamment pour l'étude des maladies complexes, où on est plutôt sur de la régression que de la classification, c'est-à-dire qu'on voit que l'autisme est une catégorie diagnostique, mais finalement est en train de devenir un spectre, et peut-être que on va avoir quelque chose de complètement dimensionnel et de plus catégoriel. Et dans ces cas-là, est-ce que tu ne penses pas que pour les maladies complexes, notamment les maladies psychiatriques, il va falloir généraliser l'étude des génomes first, c'est-à-dire de la famille, et le phénotypage de la famille pour diminuer le nombre de variables d'intérêt et avoir une espèce de réduction dimensionnelle parce que tu as des génomes très proches et des phénotypes très différents. Plutôt que de prendre plein d'autistes, beaucoup les phénotyper et de leur faire tous un génome, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire des cohortes de population générale et de voir comment leur phénotype varie sur une dimension symptomatique? Merci Benjamin, toujours des discussions intéressantes et des questions intéressantes. C'est sûr que dans ce deep phenotyping, et je pense que c'est une approche que nous, peut-être, on n'est pas encore habitué, mais qu'il va falloir y aller. Effectivement, il va y avoir une évolution concomitante, je pense, entre les pratiques de séquençage et donc le genome first. Mais ce genome first ne pourra pas marcher s'il n'y a pas de phénotype bien fait, parce qu'effectivement, lorsqu'on se confronte à l'interprétation du génome, et c'est assez compliqué. On peut y passer de longs moments, et c'est vrai que dans une prise en charge diagnostique, ce n'est pas toujours possible. Dans une prise en charge recherche, on peut essayer d'explorer le génome. Mais je pense que les deux vont évoluer de pair. L'histoire de penser à une régression plus qu'à une classification, bien sûr, ça peut, sachant qu'on est actuellement dans ces problématiques de pénétrance incomplète, etc., ça peut peut-être nous mettre la puce à l'oreille sur une partie du puzzle qui pourrait expliquer finalement, et puis l'autre partie du puzzle qui reste à expliquer. Et c'est vrai que dans ces maladies complexes, c'est pour ça que je parlais peut-être éventuellement des scores polygéniques ou d'autres choses. Effectivement, on est moins dans la classification et plus dans quelque chose d'un pourcentage de probabilité. Mais je sais que Nicolas Philippe peut-être va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais oui, je pense qu'on pourra certainement faire plus d'une approche génétique première qui nous permettra ensuite peut-être de trouver des similitudes. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, parce que, comme tu le soulignes, en tout cas entre généticiens, on le fait dans des systèmes type de gene matcher. Donc, effectivement, on a fait un séquençage, on a trouvé quelque chose d'intéressant. On ne connaît pas d'autres patients associés avec cette maladie. Est-ce que dans le monde entier, on ne pourrait pas essayer de trouver quelque chose d'autre et de faire cette approche Genome First qui est très intéressante? Je l'espère. Je ne vais pas dépasser plus de temps, on pourrait en parler longtemps, mais c'est aussi une possibilité pour essayer de résoudre cette énigme diagnostique de l'autisme, étiologique en tout cas. Merci. Et donc, on va donner la parole à Nicolas Philippe, qui travaille à SecOne et qui va nous parler justement du machine learning déterministique pour le diagnostic des maladies rares. Je pense que du coup, on pourra poursuivre la discussion initiée qui est effectivement très riche à la suite de la présentation de Nicolas Philippe. Merci beaucoup et c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, déjà, je suis bien content de passer en dernier puisque Christelle a abordé pas mal de concepts sur lesquels je vais faire un peu écho. Et notamment, il y a eu pas mal de débats
et de discussions après la présentation de Kevin, notamment en fonction des points d'entrée maladie, la complexité à pouvoir avoir un diagnostic et donc du coup la complexité aussi de pouvoir mettre en route des modèles de machine learning en fonction des pathologies et des problématiques biologiques. Donc ça, c'était assez intéressant, puisque je vais vous parler d'un use case autour de ça et justement de voir la complexité de pouvoir généraliser ce type de use case. Donc, tout d'abord, chez Sequan, nous, on fournit donc des solutions pour les laboratoires de biologie médicale. Donc, dans le cadre de la médecine génomique et justement pour pouvoir faire ressortir tout ce que peut fournir le NGS donc dans cette disruption médicale, je dirais, mais voilà, à quatre niveaux. Donc, on l'a vu, c'est pour le premier niveau, c'est donner un diagnostic un peu plus puissant, un peu plus systématique, automatique dans le cadre des maladies constitutionnelles et plus généralement des maladies rares. Dans le cadre des cancers aussi, on parle plus là de médecine personnalisée, c'est comment on peut orienter un traitement à l'échelle du patient et plus systématiser les traitements à l'échelle d'une maladie. Faciliter aussi les diagnostics prénataux ou encore essayer d'apporter des solutions dans les maladies complexes. Donc aujourd'hui, moi, je vais parler des maladies rares, justement pour faire suite de ce qu'a dit Kevin et puis avoir un cas concret d'application d'intelligence artificielle dans ce cadre-là. Donc tout d'abord, pourquoi les maladies rares? Puisqu'on sait que 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Donc vraisemblablement, dans l'ADN, il y a quelque chose, une mutation, une variation qui explique la cause du diagnostic. Et puis, en cadre de médical, on sait que c'est très grave pour des enfants qui sont du plus jeune âge. Donc, plus vite on va avoir un diagnostic, plus vite on va pouvoir agir sur la maladie. Et aussi, on parlait aussi des errances de diagnostic. Finalement, on a plus de 7000 maladies rares. Il y a des spectres de maladies comme l'autisme ou la déficience intellectuelle où il y a des maladies qui vont se ressembler en termes phénotypiques pour le clinicien, mais en termes de diagnostic génétique vont être différentes et du coup la prise en charge va être différente, la prise en charge familiale. Donc tout ça est intéressant. Et avant le NGS, et avec les outils qu'on avait, donc de séquençage plutôt bas débit, sur 7 patients sur lesquels on estimait qu'il y avait un diagnostic dans le cadre d'une maladie rare, finalement 6 des 7 patients, on n'arrivait pas à mettre un nom sur sa maladie puisqu'on n'arriverait pas à trouver la mutation génétique responsable, peut-être parce qu'on ne regardait pas au bon endroit. Donc finalement, la question qu'on se pose dans le diagnostic des maladies rares, c'est comment regarder au bon endroit. Souvent, donc, on a les maladies mendéliennes qui sont souvent monogéniques, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de détecter une mutation qui va être directement responsable de la maladie. Et il y a des maladies un peu plus complexes, comme on a vu, comme l'autisme, où là, ça ne va pas forcément être une seule mutation qui va expliquer le phénomène et le comportement de la maladie, mais plutôt une liste de mutations. C'est pour ça qu'on parlait de scores polygéniques ou on peut aussi parler de biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on va essayer de signer un peu le diagnostic avec une liste de mutations. Donc finalement, avec le NGS, c'est bien puisqu'on peut faire du séquençage du génome complet, mais du coup, ça déporte le problème puisqu'on a l'information qu'on peut séquencer et lire, mais finalement, trouver la mutation est beaucoup plus grande puisqu'avant, on regardait une page, enfin on regardait 2-3 pages dans un livre qui en faisait 100. Maintenant, on doit trouver la bonne mutation, donc le mot, l'erreur de syntaxe qui est dans un livre. On ne sait pas exactement à quelle page, et puis finalement, des livres, on en a 5000 par individu, donc ça complexifie complètement le problème. Et comme je vous disais, donc avec la connaissance, donc le NGS a aussi ouvert la connaissance de différents dogmes biologiques. Donc avant, on regardait des mutations plutôt simples. Maintenant, on a ouvert je dirais le portefeuille des mutations qui ne sont pas simplement des simples mutations, mais des délétions plus ou moins longues, des choses qu'on pourrait appeler des CNV, des paires d'hétérozygosies, des MNV, des séquences abus, enfin j'en passe. Et puis après, on ne regarde plus à l'échelle dimensionnelle
simple du génome, mais on peut regarder aussi au niveau du transcriptome, au niveau des chromosomes, on va regarder aussi tous les facteurs épigénétiques. Donc finalement, on a des informations qui sont beaucoup plus lourdes à traiter dans un espace dimensionnel en termes de volume de data qui a 3 ordres de grandeur. Donc c'est très vite, on a des algos classiques de bioinformatique, d'algorithmique combinatoire du texte qui peuvent aider à structurer et à trier. Mais finalement, on reste sans l'IA, donc sans ces classifications de machine learning, à l'échelle de l'expertise humaine qui va varier en fonction des maladies et des cas cliniques. Christelle faisait très écho à ça. Finalement, regarder la clinique même dans une maladie rare, quand on va regarder la clinique des syndromes polymalformatifs ou des syndromes DI ou des syndromes de l'autisme, ben, on ne va pas avoir le même regard clinique. Donc finalement, tout ça mis bout à bout fait que l'IA peut peut-être aider. Donc dans SecOne, on a mis en place une plateforme, je dirais un OS pour la génomique médicale qui va avoir une lecture à 3 niveaux. Donc toute la partie structuration de données à l'échelle réglementaire, donc ça j'en parle pas, mais finalement on parlait des problématiques, donc comment sécuriser la donnée, comment garantir que la donnée soit vraiment anonymisée, comment la cloisonner, comment la rendre scalable, enfin, toutes ces questions-là. Des questions, une couche, je dirais, bioinformatique, ce que nous on appelle un peu dans le monde du logiciel la long tail, c'est-à-dire qu'il va y avoir des algorithmes publics et généralistes qui vont répondre à 80% des types de mutations, et puis il va y avoir une équipe qui va s'intéresser à un type de mutation particulière, qui va faire 10 ans de R&D dessus pour développer son outil. Et finalement, on s'est dit que dans SecOne, tous ces outils avaient du sens. Donc, comment créer, fédérer un peu cet écosystème pour pouvoir accueillir tous ces types d'outils pour pouvoir justement être très exhaustif dans le cadre de types de mutations différentes qu'on pourrait détecter. Et la troisième couche, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est que finalement, une fois qu'on a l'OS, ce châssis, et puis qu'on arrive à avoir tous ces domaines applicatifs dans le bioinformatique, bah, comment on peut avoir une couche haut niveau qui va être capable de récupérer les mutations, récupérer les données cliniques, les données biologiques et faire tourner des classifiers pour pré-mâcher le travail et rendre facile l'interprétation d'un diagnostic. Voilà. Donc c'est plutôt l'outil d'aide au diagnostic basé sur l'IA. Et il y a une quatrième couche dont je ne vais pas parler, c'est les outils visuels pour l'interprétation qui vont adapter au biologiste qui va signer son diagnostic. Donc finalement, je pense que Christelle a très bien abordé le sujet, donc je ne vais pas insister dessus, je vais juste reprendre ce concept. Finalement, c'est assez compliqué dans la biologie et la génétique, puisqu'on est souvent dans des cadres où les modèles sont assez complexes à mettre en place, puisque finalement, on va se retrouver avec... on ne va plus être vraiment dans un contexte de big data, mais ce que je vais appeler, enfin je ne suis pas le seul à appeler, j'avais entendu Chloé Agathe Azencott parler de ce système-là, c'est un système de fat data, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de variables. Comme disait Christelle, on pourrait en avoir des tonnes et des tonnes, dont la plupart ne sont pas forcément utiles dans notre contexte biologique. Et puis finalement, on a très peu de contrôle positif. On n'est pas dans le cadre de l'imagerie où des images, on va en avoir des milliers qui vont se libérer sur le net, et puis des variables très peu. Et puis on va pouvoir faire de la classification et de la reconnaissance d'images assez facilement. Là, on va avoir beaucoup de variables, beaucoup de mutations par patient et très peu de patients contrôle dans le cadre des maladies. Donc finalement, ça rend le jeu beaucoup plus difficile. Et en plus, on a, à partir de là, quand on a plein de paramètres, il faut réduire le nombre de dimensions de manière fine et surtout de manière logique, puisque derrière, c'est ce qu'on appelle dans SecOne, on va avoir besoin d'avoir ce côté un peu déterministe, de se dire que quand on va créer un score de classification, on veut qu'à tout moment, ce score-là, même si on n'arrive pas vraiment à aller dans les détails, mais les règles qui ont permis de construire ce score sont compréhensibles par le pathologiste et le biologiste pour qu'on puisse éviter ces faux positifs de diagnostic, puisque finalement on peut faire tourner un modèle sur de la data, on pourra statistiquement apporter du sens à de la data, même à du bruit, et finalement on veut être sûr que quand on sort un diagnostic, ce n'est pas du bruit. Donc,
Voilà, donc ça, je vais passer puisque ça t'est très bien dit. Il y a plein de méthodes de machine learning, donc des modèles, il y en a plein. Donc finalement, dans C'est quoi, on va juste appliquer des modèles qui ont été construits par des statisticiens. C'est pas notre métier. Nous, notre métier de data scientist, c'est d'utiliser des modèles qui sont bien conçus. Mais le choix du modèle va être assez pointilleux pour les raisons dont j'ai abordé avant. C'est que on va être capable dans un contexte biologique et médical, sortir les bonnes variables, et que même si on n'arrive pas à comprendre la pondération des variables données par l'ordinateur, on peut se dire que peut-être le clinicien il va se dire que ces 5-6 variables sont intéressantes, mais il les aurait peut-être pas pondérées de la même façon que l'ordinateur, puisque peut-être que cette pondération fine, en apprenant ce système de pondération à l'ordinateur et en ayant de plus en plus de data, il sera mieux pondéré que finalement l'humain. Mais voilà, on veut être vraiment dans le cas de gauche et pas dans le cas de droite où on est un peu de manière non déterministe, c'est qu'on va avoir des muffins, on va essayer de projeter sur une dimension ces variables multidimensionnelles qui peuvent apporter 1000 dimensions, puis finalement la dimension projetée nous permettra pas de différencier un muffin d'un chien. Et ça, c'est problématique si derrière, on ne peut pas ouvrir le capot et faire lire ces règles logiques aux biologistes et aux cliniciens. Donc finalement, en abordant un petit peu ces concepts-là, je vais vous définir un use case qui est dans le cadre d'un partenariat, donc avec le CHU de Grenoble et notamment donc, Kevin qui a parlé avant, qui est en test chiffre, donc entre Grenoble et puis Sequan. Et finalement, là, on a essayé d'appuyer, je fais juste écho à ce qu'a dit Christelle, c'est que finalement, pour transformer ce FAT en big data exploitable, il faut intégrer déjà un contexte biologique pour réduire les dimensions et mettre autour de la table une collab où on aurait de l'expertise clinique, l'expertise biologique et l'expertise data scientist autour de cette problématique et finalement juste utiliser Sequan comme un outil pour faire mouliner tout ça. Et d'autant plus que, comme le disait Sabine, finalement, quand on essaie d'utiliser l'IA dans un cadre, même si on réunit autour de la table toute cette pluridisciplinarité, il va toujours nous manquer la data. Donc finalement, quand on va travailler dans une collab un peu public-privé, avec des CHU qui sont spécialistes d'un modèle, donc là c'était le cadre des maladies rares et essentiellement de l'ADI, il y avait un peu de syndrome polymalformatif, ça nous permettait de récupérer un maximum de data sur différents centres avec des contrôles positifs. Et donc ça c'est assez précieux pour pouvoir faire ce set d'apprentissage, donc à la fois pour pouvoir, je dirais, calibrer le modèle et puis pour rendre exploitable et logique cette étape de feature engineering qui va consister à identifier les bonnes variables dans ce contexte biologique. Donc pour ce faire, on a travaillé avec 8 CHU, on avait récupéré plus de 1000 exomes, dont 300 contrôles positifs. Et finalement, on avait tous les phénotypes très bien décrits de la même façon par les cliniciens. Donc finalement, ça rendrait beaucoup plus simple cette étape d'entraînement du dataset. Et finalement aussi la structuration des phénotypes, donc, qui était une logique data qui n'était pas, je dirais, conciliante avec la génétique, c'est-à-dire qu'on aborde du texte versus de l'ADN. C'était assez intéressant aussi d'avoir un partenariat avec la société Phénotypes, ce qui permettait eux-mêmes de faire un score sur ces différents phénotypes qu'on a pu nous intégrer dans nos variables, ce qui nous permettait déjà de limiter la dimension des phénotypes en une seule variable. Donc voilà, dans ce modèle, on a mis plein de variables. Donc là, j'ai mis la plupart des variables qui ont été intéressantes pour pouvoir créer ce score de classification. Et le but du jeu était parmi ces exomes, où on va avoir des centaines de milliers de mutations, comment on pouvait créer un score de classification qui mettait la mutation responsable la plus vers le haut du panier. Voilà. Puis après, tout ce qu'on a fait, c'est qu'une fois que le score il avait été entraîné, on l'a fait tourner on a fait ce découpage 2 tiers, 1 tiers, et puis on a pu appliquer cet algorithme, donc ce modèle entraîné sur des nouveaux diagnostics.
Et donc, pour mettre dans ce challenge, on comparait les méthodes classiques qui sont aujourd'hui dans les laboratoires de biologie médicale, qui consistent à faire une étape de hard filtering, parce que comme je vous dis, dans les exomes, on se retrouve avec une centaine de milliers de mutations biologiquement plausibles. Un humain, il ne va pas en regarder plus de 500. Donc, l'idée, c'était comment mettre des filtres, je dirais, cliniques et biologiques logiques qui nous permettaient de réduire cet espace de mutation par patient. Travailler, comme le disait Benjamin, donc, en fonction des cas de maladie, vu que c'était des maladies, certaines maladies vont être soit de novo, c'est-à-dire que seul le patient lui-même va avoir la mutation et pas ses parents, ou alors il va y avoir des hypothèses de génotypage très fortes avec des hétérozygotes composites. Donc, dans tous les cas, d'avoir le contexte familial peut être intéressant dans les méthodes classiques. Donc, on ne va pas séquencer que le patient, mais on va aussi séquencer les exomes ou les génomes de sa famille. Et puis, souvent, donc, ceux qui n'ont pas d'outils, je dirais, payants, se débrouillent gratuitement avec Excel. Bon, il y a des choses sous Excel qui sont un peu moins faciles à utiliser que dans des outils et des solutions un peu graphiques. Et en contrepartie, donc, de l'autre côté, on avait Sequan, on ne faisait pas de hard filtering du tout. On utilisait donc, cette priorisation basée sur l'IA. On s'était dit que finalement, on n'avait pas besoin de... Donc ça, c'est pour les problématiques de coût. Si on veut faire du diagnostic et que ça rentre dans une étude médico-économique, on se dit on ne peut pas séquencer systématiquement les exomes de la famille. Donc on s'est dit, est-ce qu'on arrive à s'en sortir avec le singleton patient, qui est index, et puis mettre des outils logiques, c'est-à-dire qui reflètent le score avec des règles. Donc ça, c'est l'automatisation, donc la classification ACMG, qui est assez connue des biologistes qui vont être aux manettes de l'interprétation, qui vont dire, OK, on a un score, comment ce score se reflète sur une classification connue et biologique, le côté déterministe de la chose. Donc ça, c'est un peu un screenshot qui vous montre, voilà, par rapport à un Excel, qu'est-ce qui se passe sur Sequan. Donc il y a ces classifications avec ce tableau qui remonte, et puis des scores ACMG logiques qui vont classer de bénin à pathogène, 5 étant très pathogène. Et puis quelques visus qui va voir ce qu'il y a dans les reads, toutes les données qui vont être agrégées des bases de données publiques privées. Enfin, c'est la petite slide pub. Donc finalement, dans ces résultats, tout ce qu'on a vu, nous, c'est qu'on était complètement conciliant. C'est-à-dire qu'on retrouvait tous les diagnostics qui avaient été validés par la méthode classique, et que finalement, en partant donc sur des méthodes médico-économiques viables du panel de gènes versus du singleton exome, on arrivait à multiplier par 3 le rendu diagnostique. Et le pathologiste passait pas plus de 30 minutes par diagnostic. Et finalement, donc, l'efficacité de notre classificateur IA était assez bon, puisque dans 100% des cas, le diagnostic était dans les 4 premières lignes de mutation, ce qui explique que finalement le pathologiste allait vite dans son diagnostic. Et on a même trouvé 5% de nouveaux diagnostics qui étaient liés au hard filtering de la méthode classique, soit parce que c'était dans des zones un petit peu moins couvertes du génome, ou avec des variants mosaïques qui n'avaient pas des VAF qui dépassaient 15-20%, et finalement qui avaient été aussi filtrés de manière dure par les méthodes classiques. Donc voilà, donc globalement, ça c'était un use case. Donc ce use case, forcément, on l'a reproduit dans d'autres pathologies et sur du somatique, et pas sur que de la génétique constitutionnelle. D'ailleurs, on est aussi impliqué donc, autour de l'autisme, donc dans un projet que porte Sabine, justement, donc dans cette complexité de trouver un score polygénique, avec ces méthodes d'IA, avec la complexité justement de ne pas avoir tous ces phénotypes bien établis. Donc pour réussir ça, donc on prône la culture de la multidisciplinarité. Donc dans Sequan, on a intégré des gens qui sont data scientists, algorithmiques, combinatoires du texte, des médecins, des biologistes, du front, du back-end, du DevOps, et on essaie de faire faire une famille qui discute le même langage, le langage de l'ADN et la génétique médicale, puisque finalement, dans chaque corps de métier,
ça va nous apporter un plus, soit pour structurer nos structures de données, soit pour pouvoir décliner de l'IA clinique. Donc finalement, et ce qui a permis de verticaliser un peu toutes ces applications dans un contexte biologique et médical donné. Donc voilà, donc le maître mot de la fin, c'est le même que Christelle. Je pense que tout ça, pour que l'IA, c'est un outil qui fonctionne bien. C'est à partir du moment où on arrive à structurer les règles du jeu et à organiser les datas de manière logique. Et pour ça, il faut de la pluridisciplinarité. Il faut faire communiquer les cliniciens, les biologistes, les informaticiens et les data scientists ensemble autour d'un contexte où la data est là et où les gens sont volontaires pour faire différentes itérations. Voilà, je n'ai pas plus à dire, donc merci à vous. Merci beaucoup. C'est très encourageant tout ça. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Alors, je vais voir quelqu'un. Ah non, je l'ai arrêté. Oui. Moi, j'aurais une question. Alors, Oui. je m'appelle Giacomo Cavalli, je suis Institut de génétique humaine. En fait, j'aurais même deux questions. La première, c'est que là, vous avez tout basé sur les transcriptomes, en fait, enfin, sur l'exome. Maintenant, on sait qu'il y a de plus en plus de séquences génome entier. Et en plus, il y a des projets, il y a beaucoup de données, des projets génome, ENCODE ou la cancer génome atlas, comme ça. Bon, après, évidemment, ce n'est pas sur toutes les pathologies. Mais il y a beaucoup de données qui nous disent un peu quels sont les éléments du génome qui peuvent avoir une rélevance régulatrice, par exemple, des gènes, etc. Est-ce que ce sont des choses que vous êtes en train d'incorporer ou non? Comment vous vous y prenez par rapport à ça? La deuxième chose, et en fait, je suis juste curieux comme ça de savoir comment vous survivez. En fait, c'est qui vos clients? Parce que après, c'est super, mais quelle est la viabilité en fait d'une entreprise comme ça? C'est juste pour curiosité. Merci. Okay, pas de souci. Je vais répondre à la deuxième avant la première. Donc, nos clients sont les laboratoires de biologie médicale, donc qui rendent un diagnostic qui vont être nomenclaturés. Donc, ça va rentrer dans un coût qui va être soit remboursé par la Sécu, soit par une enveloppe autre. Donc, en France, c'est le RIHN et il y a à peu près la même chose en Europe, ou soit c'est dans le cadre des cancers, c'est des patients qui sont en échec thérapeutique et qui sont prêts à payer un test nomenclaturé auprès du médecin pour pouvoir exploiter toutes les pistes. Donc, dans tous les trois cas, nous, on s'inscrit dans l'acte. C'est-à-dire que le laboratoire de biologie médicale qui utilise nos solutions, il y a une partie du tarif qui revient à Sequan. Donc, finalement, on vit plutôt bien parce que finalement, même si on récupère 10, 30 ou 60 euros en fonction de la complexité par l'analyse, là en ce moment, on est sur plusieurs milliers d'analyses par mois. Donc, il suffit de multiplier 1000 par 60 et puis ça permet de bien vivre, sachant que le nombre de tests génétiques, il évolue de manière croissante à peu près tous les ans, voire tous les mois dans tous les pays, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, en faisant une étude médico-économique, que de faire d'un test génétique, ça permettait à la fois, donc déjà, il y a un coût patient, puisque ça permet de mieux prendre en charge le patient de manière plus personnalisée, ce qu'on appelle la médecine génomique. Et surtout, ça va avoir un coût répercutant, puisque finalement, soit en dressant le bon diagnostic ou en prenant directement la bonne prise en charge ou la bonne prévention, par exemple dans le cadre du cancer du sein, ce que parlait Kevin avant, le syndrome d'Angelina Jolie, on sait qu'il y a des facteurs génétiques assez forts dans le cadre du cancer du sein pour les femmes qui vont avoir un cancer triple négatif. Donc, ça va accélérer la prévention dans ce type de test, donc, pour pouvoir prendre en charge précocement le cancer ou éviter tout simplement d'avoir le cancer. Donc, tout ça fait que bout à bout, le nombre d'explosions de tests génomiques dans le cadre médical explose. Donc dans ce volume et dans un coin lac, ça nous permet, nous, de faire de pérenniser l'activité de l'entreprise. Donc, on est vraiment dans le cadre du diagnostic médical.
Et la deuxième question, c'est un peu lié parce qu'effectivement, oui, le génome, c'est super intéressant, mais je pense que c'est lié aussi au niveau du coût, c'est-à-dire que là, donc, bon, maintenant, le prix d'un génome séquencé devient de plus en plus abordable, mais finalement, quand on est dans un coût à l'acte qui va coûter 500 €, même si on sait que le génome va porter des réponses beaucoup plus précises, si le séquençage du génome coûte 700 €, on voit que ce n'est pas viable. Donc, ça devient de moins en moins vrai dans les maladies génétiques constitutionnelles, où quand on séquence un génome à 30x, ça suffit pour avoir un spectre représentatif de l'ensemble des mutations qui pourraient être actionnables. Donc, dans le cadre des maladies somatiques, ça l'est un peu moins, parce qu'on doit avoir une profondeur qui va être à 1000x, même des fois plus, avec des UMI qui vont permettre d'identifier un sous-clone dans un cancer. Donc, si on séquence des génomes ou des transcriptomes complets, ça devient vite cher. Donc, c'est intéressant donc, dans des projets en code, donc dans recherche translationnelle ou pour pouvoir mettre en place des nouveaux essais cliniques, mais dans une cadre de routine médicale un peu moins. Et purement, pas parce que c'est pas intéressant pour le patient, mais en termes de coût. Donc ça commence à se démocratiser de plus en plus. Donc nous, Sequan, est-ce qu'on s'intéresse à ça? Oui. Donc on s'intéresse pas forcément à tout ce qui va être aujourd'hui épigénome et puis chromatine et régulation, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore eu de choses complètement exploitables et actionnables en clinique. Aujourd'hui, finalement, il faut qu'en clinique, les choses qu'on puisse détecter soient directement actionnables. Mais on voit que c'est des choses qui rentrent dans l'air du temps, notamment dans le cadre des maladies complexes dont on parlait tout à l'heure. On voit forcément qu'il y a une corrélation assez forte entre transcriptome, génome, épigénome et protéome. Donc finalement, d'intégrer tout ça dans cette biologie intégrative va être de plus en plus intéressant dans le futur. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement aux deux questions. Oui, merci, c'est super, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si Sabine a oublié de baisser la main ou si elle a de nouveau questions. Une question. Je reviens sur l'autisme, encore, mon intérêt restreint là. Alors, moi, ce que je comprends quand même, c'est que les généticiens, pour eux, l'autisme, c'est un symptôme, voilà, et c'est un terme HPO. Enfin, vous me dites si c'est tout ce que je dis. Alors que du point de vue du psychiatre, l'autisme est défini par plusieurs symptômes qui vont justement définir des tableaux cliniques différents qui seront évalués par leur sévérité, les capacités adaptatives, la motricité, le langage, les intérêts restreints, etc., le niveau intellectuel. Et donc, toute la difficulté, c'est ça, c'est de trouver les déterminants génétiques de l'autisme, alors que finalement, l'autisme, c'est défini par un terme HPO. Alors, je me demandais si Sequan avait la possibilité d'intégrer dans son pipeline les différents symptômes cliniques décrits en psychiatrie, et non pas le symptôme juste autistique. Et donc, s'ils sont décrits vraiment précisément, tous les différents symptômes, est-ce que c'est envisageable, associé avec l'exome, du coup, de faire des associations comme ça et de regarder les différents polymorphismes ou différentes variations du génome associées à ces différents symptômes cliniques? Alors là, ce n'est pas vraiment un problème de Sequan. Je pense que là, c'est plutôt un problème de modélisation. Donc oui, la réponse de manière générale, je dirais oui, à partir du moment où on arrive quand même à trouver une ontologie de ces symptômes psychiatres, parce que le problème qu'on va avoir, c'est qu'on parlait du bruit, c'est que si on rajoute plein de variables un peu textuelles, et que d'une variable textuelle à l'autre, il y a des synonymes et on ne s'en sort pas. Donc dans tous les cas, il faut quand même structurer un petit peu cette ontologie. Et puis après, je dirais, tout va dépendre de la data et du nombre de data contrôle qu'on a. Parce que si on veut faire apprendre quelque chose au modèle, il faut qu'il sache quoi apprendre. Donc, on revient sur la base, je dirais, de la modélisation. Je pense que Christelle et puis même Kevin pourront compléter. C'est que finalement, oui, on peut rajouter des variables. Oui, et ces variables pourront aider à modéliser à partir du moment où, d'un côté, on arrive à trouver une certaine ontologie sur ces variables et que de l'autre côté, on ait suffisamment de data pour pouvoir rendre exploitables ces variables. Oui, donc il faudrait créer des termes d'ontologie supplémentaires, en fait, pour mieux décrire les différents symptômes de l'autisme. Je pense que ça peut aider. Oui. Ok.
Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faudrait faire, parce que du point de vue du généticien, l'autisme, c'est un symptôme. On l'a bien compris avec David Geneviève. Et du coup, il n'y a pas toute la complexité que le psychiatre voit, en fait. Et donc, certainement qu'il y a certains polymorphismes, ou en tout cas variabilités génétiques, qui sont associés à différents traits autistiques. Voilà, qui peuvent être très, très différents d'un patient à l'autre. Voilà. Bon, merci Nicolas. Il y a une question. Allez-y, Kevin. Merci. Je me permets juste de rebondir un petit peu sur toutes ces questions, sur le fait qu'effectivement, alors déjà effectivement sur HPO, il y a un peu plus de détails que juste l'autisme. On peut détailler un peu plus diverses interactions. Après, je pense effectivement que dans la communauté des personnes qui font ce genre d'ontologie, c'est majoritairement des généticiens. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous à gagner à développer et à compléter ces ontologies pour avoir justement accès à ce deep phenotyping. Et donc, on l'espère en tout cas réussir à décrire toutes ces subtilités que vous voyez que nous, on ne voit pas forcément. Après, c'est vrai que on peut aussi imaginer sinon que si c'est écrit sur le courrier, au bout d'un moment, ces choses-là puissent être mises dans ces algorithmes, dans les pipelines. Dans tous les cas, voilà, à Sequan, je pense qu'effectivement, il y a déjà tout est là pour ça, tant que l'ontologie est vraiment développée. Donc, nous, en tant que professionnels de santé, en tant que médecins, je pense que notre responsabilité, c'est plus de développer ces ontologies pour qu'elles reflètent davantage la réalité clinique de nos patients. Mais c'est effectivement un point crucial. La deuxième chose aussi, c'était pour rebondir sur le fait que donc, toute la régulation du génome, la chromatine et l'exploration, c'est effectivement des choses qui sont fort intéressantes. Ensuite, je sais qu'au CHU de Montpellier, on est à chaque fois confronté finalement, on trouve des événements intéressants sur une perte d'enhancer ou une altération d'enhancer ou bien une altération d'éléments régulateurs du génome tels que les CTCF ou etc. Et malheureusement, on est toujours confronté à la limite de valider ensuite cliniquement, donc de façon fonctionnelle, ces variations. Et comme elles sont très, très, très diverses à chaque fois, pour chaque événement, il faut refaire beaucoup de manipulations biologiques pour valider ces événements, avec souvent pas les moyens financiers de le faire. Donc, c'est malheureusement, aujourd'hui, on sait que la connaissance commence à arriver, mais les moyens, en tout cas cliniques, sont limités et les accès à la validation de ces variations sont difficiles, même si on surveille de très près ces variations qui sont très intéressantes pour expliquer des maladies qu'on n'arrive pas actuellement à résoudre. Merci. Oui, finalement, l'amont se développe, mais on a encore un petit souci sur l'aval. Il y a une question de Chris Arens et après, il y aura Anne Deban aussi qui prendra la parole. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci. C'était pour effectivement compléter par rapport à la question de Sabine tout à l'heure. Le fait de prendre en compte comme ça des données qui viennent de sources complètement différentes, de la génétique, de la clinique, pour le coup, ça va s'apparenter à des méta-analyses. Et à cause des problèmes qu'on a évoqués de façon multiple aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne idée de tous les mettre en même temps dans une même analyse pour prédire quelque chose. Mais par exemple, certaines données peuvent être utilisées pour faire un pré-tri. On parlait de nouvelles ontologies. C'est pas facile de définir de nouvelles ontologies, mais par contre, on peut très bien utiliser les outils d'intelligence artificielle à partir de, par exemple, des descriptions de psychiatres, d'entretiens, de choses comme ça, arriver à faire de la reconnaissance de termes pour faire sortir des profils types, en fait. Donc là, qui permettrait de regrouper les patients atteints de choses aussi diverses que tout ce qu'il peut y avoir derrière l'autisme, d'arriver à définir des sous-types. Bon, il y en a déjà, bien sûr, mais de façon complètement automatisée. Et ces sous-types eux-mêmes pourraient
entrée comme input ou comme output de modèles qui sont après appris sur d'autres types de données. Mais clairement, c'est sûr que le fait d'avoir des données aussi riches, on a plein de façons de les prendre en compte. On peut les prendre en compte tout en même temps ou se servir des unes pour aider les autres. Donc ça, après, ça nécessite là beaucoup d'interactions, effectivement, comme on le disait, pour que ça aille dans le bon sens. Ouais, merci. Bah, c'est exactement ça, oui, qu'il faudrait faire. Voilà, essayer de définir des sous-types phénotypiques très précis et de les faire entrer comme termes ontologiques. Ouais. Il y a Anne Leban, du coup, qui avait une question. Et après, j'aurais aussi une question pour Christelle et Nicolas Philippe, enfin, pour les trois, en fait. Mais je laisse d'abord Anne Leban. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Donc, Anne Deban, moi, je dirige une équipe de recherche au CRBM et on travaille sur des molécules qui potentiellement sont impliquées en autisme. Et c'est vrai que je rebondissais aussi sur ce que disait Sabine. C'est que c'est vrai, moi, j'ai observé, avec le peu d'expérience que j'ai là-dedans, que la description des phénotypes des patients est vraiment très, très variée selon les cliniciens. Alors, je n'ai pas eu accès à énormément de données parce que je démarre un peu dans ce domaine, mais c'est vrai que c'est très variable. Et je trouve que, donc là, moi, je m'adresse un peu peut-être aux cliniciens et les gens qui sont en contact avec les malades, c'est d'avoir des descriptions beaucoup plus rigoureuses, en fait, des différents phénotypes, parce que effectivement, les spectres autistiques, d'après ce que je comprends, ils sont extrêmement variés. Et là, je trouve que c'est vraiment à partir de là qu'il faut partir, parce que donner à la machine des données qui sont incomplètes ou des phénotypes pas bien décrits, bah, la machine, elle ne va rien sortir. Hein. Je trouve que c'est là que je pense qu'il faudrait faire pas mal de progrès. Et moi, je le vois aussi à travers les différents pays. Parce que déjà, entre la France et l'Angleterre, on collabore avec des cliniciens anglais, ils ne font pas exactement pareil. Et la grosse différence, c'est entre les États-Unis et l'Europe, où les États-Unis, manifestement, même si je ne suis pas clinicienne, la définition de l'autisme et des spectres autistiques est assez différente de ce qui est fait en Europe. Et donc, moi, je suis un peu effrayée par se dire qu'en fait, on donne à la machine des données qui, en fait, ne sont pas très cohérentes entre différents pays et différents malades. Donc voilà, moi, je ne connais pas bien les réseaux de cliniciens, je n'ai pas du tout accès à ça, mais je trouve que c'est là qu'il faudrait faire un effort. C'est déjà à la base la qualité des données qu'on donne à la machine. Et je suis d'accord avec Sabine, je pense que c'est vraiment là qu'il faudrait démarrer. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est mon impression de chercheur fondamental, où j'ai vraiment l'impression que quand on demande des données cliniques des patients, on n'a rien, quoi. Enfin, ils nous donnent la mutation et on a trois données assez éparses. Donc ça, je trouve ça dommage parce que je pense qu'on aurait une source de données plus importante et peut-être que là, le machine learning pourrait faire quelque chose. Mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est ça qui pêche. Voilà. Pour être clinicienne et à la fois psychiatre et gériatre, je vois la différence d'ailleurs entre la psychiatrie et la gériatrie. Effectivement, en psychiatrie, d'autant plus, la difficulté qu'on a, c'est que ça dépend un peu de la formation qu'on a eue. Si on a une formation plutôt psychanalytique, plutôt phénoménologique, plutôt neurobiologique, plutôt comportementaliste, etc., etc., on ne va pas employer les mêmes termes pour décrire la même chose. Donc, c'est sûr que du coup, on se retrouve à donner à la base de données des mots qui... Enfin, il y a tellement de mots pour décrire le même symptôme que effectivement la machine peut s'y perdre. Alors, soit on essaye d'harmoniser la façon de décrire les phénotypes. Je ne sais pas si c'est possible vu les guerres de chapelle qu'il peut y avoir encore à l'heure actuelle en psychiatrie. Soit on essaye de donner les informations à la machine pour lui dire bah, tel terme, c'est des muscitations, bah, ça rentre dans le cadre des hallucinations auditives, c'est un peu la même chose. Et enfin, plein de petits mots comme ça qui sont différents. Et en plus, on a une difficulté supplémentaire, c'est que la sémiologie psychiatrique en français est un peu plus riche que la sémiologie psychiatrique en anglais, de fait de notre histoire, parce qu'on a Henriet notamment, qui est un grand psychiatre perpignanais, qui a construit toute la clinique psychiatrique en France, et qui du coup a introduit des termes qui ne sont pas traduisibles en anglais. Donc effectivement, il faudrait qu'on soit en mesure de donner toutes ces informations-là à la machine.
Je peux intervenir juste pour... c'est tout à fait les mêmes remarques que l'on a pour ce qui me concerne, c'est-à-dire l'imagerie et l'IRM. C'est finalement comment s'assurer de la véracité des données que l'on transmet. C'est-à-dire que finalement, l'imagerie, elle est interprétée, mais aussi elle est quantifiée. C'est-à-dire que maintenant, les outils nous permettent de quantifier et de donner des métriques qui peuvent avoir des impacts importants sur les diagnostics des pathologies. Et finalement, c'est des méthodes d'imagerie qui évoluent très vite en termes d'acquisition. Et finalement, on passe d'une nouvelle acquisition à une autre sans se poser la question de savoir si finalement les données extraites sont qualifiables et sont qualifiables de la même façon que les données précédentes. Et quand on regarde ça, on s'aperçoit que finalement, il y a plein de biais qui rentrent en ligne de compte, qui sont le type de machine, le type de version machine, le type de séquence utilisée, la façon dont on exploite ces séquences, et que, pareil, pour évaluer des pathologies et les prendre en considération dans le contexte longitudinal d'une évolution de la maladie, on s'aperçoit que ça ne va pas être simple du tout, du tout. Voilà, donc ça revient à ce que ça se rapproche de vos argumentaires aussi. Évolue d'année en année. Donc il faudrait en fait qu'on soit capable de dire à la machine, attention, si la donnée date de 2005, le score qu'on vous donne n'a pas tout à fait la même valeur que s'il date de 2020. Effectivement. Alors, il y a Marion Mortam aussi qui voulait poser une question. Oui, bonjour à tous. Oui, donc Marion Mortamé, je suis postdoc à l'INSERM à la Colombière. Donc, je travaille sur les facteurs environnementaux et les risques de démence et aussi le risque de troubles du spectre autistique. Et je voulais juste revenir sur ce qui avait été dit justement sur la qualité des données qui sont données au modèle. Effectivement, ça part de là. Et en fait, c'est là où je pense que l'épidémiologie est importante, parce que je suis épidémiologiste, et que effectivement, les données cliniques, elles sont recueillies pour aussi donner un diagnostic individuel à un patient, et qu'effectivement, d'une équipe à l'autre, d'un pays à l'autre, ces données, elles peuvent être différentes. Mais il faut peut-être, là, dans ces cas-là, réfléchir en clinique aussi à récolter des données sur des tests qui sont standardisés et qui sont connus de toutes les équipes de recherche et toutes les équipes épidémiologiques pour pouvoir récolter des données qui sont comparables d'une cohorte, d'un groupe de patients à un autre pour pouvoir justement faire ces analyses en intelligence artificielle et en big data qui puissent être comparables et surtout extrapolables à d'autres participants, enfin à d'autres patients. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques qu'on n'aurait pas vues et oublié de donner la parole à quelqu'un? Non, a priori, c'est bon. Je vais rebondir encore une fois sur les maladies complexes pour Sabine et refaire écho à ce que disait Christelle, mais je pense que c'est assez ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de variables, même si pour l'autisme, on voit que le phénotype est certainement clinique est peut-être pas assez bien établi, ou il manque des choses, ou peut-être qu'il faut se servir des données d'autres facteurs épigénétiques ou épidémiologiques. Mais effectivement, de travailler par itération, c'est-à-dire que travailler par l'extraction de caractéristiques à la base, sans prendre ces syndromes cliniques, puis après essayer de relier ces caractéristiques à d'autres valeurs qui ne seraient pas encore structurées. Je crois que Christelle parlait aussi donc, dans ce tri où la projection de ces valeurs. À un moment donné, je sais que Christelle, toi tu parlais de caractéristiques multivariées. Nous, ce qu'on fait dans Sequan, c'est quand on construit, donc on travaille vraiment sur des méthodes, donc aujourd'hui sur du random forest. Pourquoi? Parce que ça nous permet de travailler sur ces extractions de caractéristiques, et surtout ça nous permet de projeter plein d'arbres. Et justement, le choix des arbres, on va les faire avec d'autres facteurs corollaires qu'on n'arrive pas très bien à structurer, mais qui nous permet, nous, de faire un choix logique de ces arbres qu'on va implémenter derrière dans l'algo. Donc peut-être que ce qu'il faudrait faire dans des maladies un petit peu complexes, où il manque un peu d'état de l'art, de connaissances cliniques, c'est de faire d'utiliser l'IA,
mais de manière peut-être un peu itérative pour pouvoir faire évoluer le modèle au fur et à mesure des nouveaux facteurs et de la connaissance. Je vous rejoins tout à fait parce que je vois par rapport à la pandémie qu'on est en train de vivre, la Covid-19 est une maladie complexe. Et il y a quelques papiers qui commencent à sortir justement en essayant d'utiliser des machine learning pour pouvoir nous aider à orienter les patients. Est-ce que celui-ci va avoir besoin de réa dès le départ ou a priori, lui, ça ira. Et effectivement, pour l'instant, les modèles, ils sont très imparfaits. Il faudrait être en capacité d'implémenter en permanence le modèle pour l'améliorer, puisque tous les jours, on découvre des nouvelles choses sur comment fonctionne ce virus. Je pense qu'on a parlé beaucoup des maladies rares, mais finalement, dans des maladies moins rares, l'IA pourrait vraiment grandement nous aider. Et peut-être là, dans le contexte actuel, sauver un peu notre système de soins. En tout cas, un grand merci à tous. Merci pour la grande qualité de vos présentations. Je pense qu'on va tous repartir à nos tâches aujourd'hui en ayant compris ce que voulait dire intelligence artificielle et big data. Donc vraiment, un grand merci à tous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'assister, de participer, de poser des questions. C'était encore très riche. Et puis, je vous dis surtout à très bientôt pour le prochain webinaire.